Il est 21h30 ici à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, après plusieurs mois de tensions entre Paris et Alger, le gouvernement français décide d'ouvrir les archives judiciaires sur la guerre d'Algérie avec 15 ans d'avance. Olaf Scholz était à Paris pour son premier déplacement à l'étranger. Le nouveau chancelier allemand et Emmanuel Macron ont promis d'œuvrer ensemble à un renforcement de l'Europe. Et puis cette victoire pour Washington, la justice britannique ouvre la voie à l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks y est poursuivi pour espionnage après avoir publié des milliers de documents classifiés. Près de 60 ans après la guerre d'Algérie, la France a donc décidé d'ouvrir les archives judiciaires de l'époque avec 15 ans d'avance. Une annonce qui intervient 2 jours après la visite à Alger de Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française. Serine Bey et Inès Olagaray. C'est un pas de plus vers la réconciliation mémorielle entre la France et l'Algérie. Paris annonce l'ouverture de ses archives sur les enquêtes judiciaires liées à la guerre d'Algérie, qui a opposé le gouvernement français aux indépendantistes algériens entre 1954 et 1962. Il faut avoir le courage de regarder la vérité historique en face. J'ouvre avec 15 ans d'avance les archives sur les enquêtes judiciaires de gendarmerie et de police qui ont rapport avec la guerre d'Algérie. En France, les archives nationales sont généralement déclassifiées 75 ans après les faits. Mais depuis quelques années, Paris tente de donner un coup d'accélérateur au travail de mémoire envers Alger. En 2018, Emmanuel Macron a reconnu officiellement que l'armée française était responsable de la disparition du militant communiste Maurice Audin à Alger en 1957. Puis le 9 mars dernier, le président français s'est engagé à raccourcir les délais pour accéder aux archives classifiées. Entre-temps, une crise diplomatique a éclaté entre les deux pays. Le 2 octobre, Emmanuel Macron a déclenché la colère d'Alger en déclarant dans le journal Le Monde que les Algériens entretenaient une rente mémorielle autour de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Depuis, les autorités françaises tentent d'apaiser les tensions. Le président de la République s'est exprimé à ce sujet lors de sa rencontre ce vendredi avec le chancelier allemand. Je crois que c'est un travail de vérité indispensable et je veux qu'il se fasse dans l'apaisement. Et je pense que nous en sommes capables. Et dans la reconnaissance de toutes les composantes mémorielles qui forgent la nation française. Toutes. 60 ans après la fin de la guerre, les relations entre les deux pays restent compliquées. La France multiplie les gestes symboliques, mais exclut toujours de présenter des excuses à l'Algérie. Dans l'actualité également, Olaf Scholz et Emmanuel Macron qui ont déjeuné ensemble à l'Élysée ce vendredi. Comme le veut la tradition, le nouveau chancelier allemand était à Paris pour sa première visite à l'étranger. Les deux hommes ont affiché leur entente sur de nombreux dossiers. Regardez. Une coopération franco-allemande infaillible. C'est ce qu'ont voulu mettre en avant Emmanuel Macron et Olaf Scholz pour cette première rencontre depuis l'élection du nouveau chancelier allemand. Sur les sujets d'investissement ou d'ouverture institutionnelle, nous avons véritablement manifesté une volonté de travailler ensemble. Et je crois que ces premiers échanges traduisent très clairement une convergence de vues solide. En tout cas, j'étais très heureux, cher Olaf, de te recevoir à Paris aujourd'hui pour ce premier déplacement hors d'Allemagne. Un tutoiement de rigueur et l'envie de montrer que la relation est pour le moment sans nuages. Même sur les sujets de désaccord entre les deux pays, comme le nucléaire, les deux hommes ont botté en touche. Parmi les thèmes abordés, la crise ukrainienne. Depuis plusieurs semaines, la Russie déploie des milliers de soldats à sa frontière avec l'Ukraine, ce qui fait craindre une attaque des Russes. La situation à la frontière Ukraine nous préoccupe tous, bien évidemment. On y voit beaucoup de soldats et il est tout à fait normal que nous en parlions. Nous allons actionner des leviers et nous pourrons continuer à poursuivre notre coopération dans le cadre du format Normandie. Olaf Scholz et Emmanuel Macron doivent rencontrer le président ukrainien la semaine prochaine. Le chancelier allemand et le président français ont également évoqué durant leur rencontre le plan de relance économique européen de 750 milliards d'euros. Un plan censé stimuler la croissance des États membres de l'UE, ralentie en raison de la pandémie. Autre défi à relever pour les deux dirigeants, celui de la crise migratoire, qui a jusqu'à présent beaucoup divisé l'Europe.
Après Paris, Olaf Scholz s'est rendu à Bruxelles afin de préparer le sommet européen de la semaine prochaine. L'Union européenne qui tente toujours de conclure aujourd'hui les discussions avec Londres sur le conflit des droits de pêche post-Brexit. L'Europe avait donné comme date butoir ce vendredi 10 décembre. Le gouvernement français réclame à la Grande-Bretagne le renouvellement d'un peu plus de 100 licences de pêche. Écoutez à ce propos Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Si les Britanniques aujourd'hui disent on donne, pas un chiffre scientifique, mais quelques dizaines de licences supplémentaires comme geste de bonne volonté pour montrer que le dialogue porte ses fruits et qu'on a intérêt à le continuer encore. Nous en tiendrons compte, nous ferons l'évaluation avec la Commission européenne et peut-être nous continuerons. S'ils campent sur leur position, qu'est-ce qui se passe ? S'ils campent sur leur position, nous demanderons à la Commission européenne, dans le week-end, d'annoncer qu'un contentieux est engagé avec les Britanniques. Ça veut dire quoi un contentieux ? Quelles sanctions ? Ça veut dire qu'il y a une procédure juridique que la Commission européenne ne voulait pas engager avec les Britanniques jusque-là, que maintenant elle prend en compte. Nous lui demanderons de prendre une procédure. La justice britannique qui ouvre la voie à une extradition de Julian Assange vers les États-Unis. La Haute Cour de justice de Londres annule le refus en première instance de l'extradition du fondateur de Wikileaks. Il est poursuivi outre-Atlantique, je vous le rappelle, pour espionnage après avoir publié des documents classifiés. On voit ça avec Émilie Béraud. Au désespoir de ses soutiens, la Haute Cour de Londres a tranché. L'extradition de Julian Assange, demandée par les États-Unis, doit être réévaluée par la justice britannique. Près de 2 ans après le début du procès, cette décision marque une victoire pour le gouvernement américain, un retour en arrière pour le lanceur d'alerte et ses proches. Nous allons continuer le combat. Chaque génération a un combat épique à mener et celui-ci est le nôtre. Parce que Julian représente les fondements de ce que signifie de vivre dans une société libre, de ce que cela signifie d'avoir la liberté de la presse, de ce que cela signifie pour les journalistes de faire leur travail sans avoir peur de passer le reste de leur vie en prison. En janvier dernier, les hauts magistrats britanniques s'étaient pourtant opposés à l'extradition d'Assange, invoquant sa santé mentale fragile et un risque de suicide. Les États-Unis ont alors fait appel et obtiennent gain de cause ce vendredi. D'après la Haute Cour de Londres, les États-Unis ont fourni des assurances répondant aux inquiétudes qui ont conduit la juge de première instance à bloquer l'extradition. Cette nouvelle étape fragilise le fondateur de Wikileaks, qui pourrait être extradé aux États-Unis si les juges et le gouvernement britannique donnent leur feu vert. Julian Assange, à qui les États-Unis reprochent d'avoir diffusé des documents classés défense, risque jusqu'à 175 ans de prison. Allez, on en vient à cette très forte explosion qui a eu lieu en début de soirée au Liban. Elle s'est déroulée dans un camp de réfugiés palestiniens au sud du pays. On va tout de suite, pour en parler, retrouver notre correspondante Zena Antonios à Beyrouth. Zena, bonsoir. Qu'est-ce qu'on sait exactement pour le moment ? Alors, ce qu'on sait pour le moment sur cette explosion, c'est qu'elle a eu lieu dans un camp palestinien près de la ville de Tyr, dans le sud du pays. C'est le camp de Bolj Shemali. On ne sait pas pour l'heure ce qui s'est passé exactement, mais l'Agence nationale d'information, qui est l'agence officielle, elle parle d'une explosion dans un entrepôt d'armes qui appartiendrait à une des factions palestiniennes dans le camp. Elle ne nomme pas cette faction palestinienne, mais d'autres sources disent que c'est un entrepôt d'armes du Hamas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les camps palestiniens au Liban, les factions palestiniennes continuent d'être armées et que c'est elles qui gèrent la sécurité. Donc, c'est une explication qui pourrait être plausible, puisqu'il y a certainement des dépôts d'armes, des entrepôts d'armes dans les camps. Le problème, c'est que pour l'heure, on ne sait pas combien de victimes ces explosions ont pu faire, ni ce qui a déclenché les explosions. Mais l'Agence nationale d'information confirme qu'il y a bien eu morts et blessés, sans donner de chiffres. Il y a des dégâts importants dans les quartiers qui entourent cet entrepôt, parce que les camps palestiniens, c'est des camps très surpeuplés, des camps où les gens vivent dans des quartiers à proximité les uns des autres. Donc pas mal de dégâts matériels et aussi des blessés, donc comme je disais, et sans doute des morts. L'armée libanaise, en ce moment, elle empêche toute entrée ou toute sortie du camp, et on sait qu'une enquête a été ouverte
par les autorités libanaises pour essayer de comprendre ce qui a bien pu déclencher ces explosions. Merci beaucoup, Zena Antonios, en direct de Beyrouth. Et enfin, les journalistes Maria Ressa et Dimitri Muratov étaient à Oslo ce vendredi. Ils ont reçu ensemble le prix Nobel de la paix, lauréat de cette année. Ils sont récompensés pour leur défense de la liberté de la presse dans leurs pays respectifs, les Philippines et la Russie. Inès Olagaray. Sous les applaudissements, Maria Ressa et Dmitri Muratov reçoivent ensemble le Nobel de la paix. C'est la première fois que ce prix est remis à des journalistes pour leur défense de la liberté de la presse. Les deux lauréats ont fondé des médias indépendants d'investigation dans leur pays, les Philippines et la Russie. Maria Ressa est à la tête du site d'information Rappler. Elle a tenu à mettre en garde contre les informations véhiculées sur les réseaux sociaux. Notre plus grand besoin aujourd'hui est de transformer cette haine et cette violence, la boue toxique qui parcourt notre écosystème d'information, privilégié par les entreprises américaines d'Internet, qui gagnent plus d'argent à mesure qu'elles répandent cette haine. Dmitri Muratov est lui rédacteur en chef de Novaya Gazeta. En 30 ans, 6 de ses collaborateurs ont été tués, comme la célèbre journaliste Anna Politkovskaya, assassinée en 2006. Levons-nous et honorons avec une minute de silence nos collègues reporters qui ont donné leur vie pour cette profession et apportons notre soutien à ceux qui souffrent de persécutions. Je veux que les journalistes meurent vieux. Selon Reporters sans frontières, 46 journalistes ont été tués dans le monde depuis le début de l'année. Et 293 d'entre eux sont en prison. Un triste record pour la profession. Voilà, dans quelques instants sur France 24, vous retrouvez le journal de l'Afrique avec Fatima Tawane. Restez avec nous, l'information continue.